Alors que le soleil avait depuis longtemps cédé sa place à la nuit profonde, je roulais à bord de mon vieux pick-up. Cette nuit de lundi était la conclusion d'une journée de labeur interminable à Houston. Pourtant, l'idée de surprendre ma famille, qui s'était réunie à Austin pour le week-end, me gonflait d'énergie. Ma femme et mes enfants m'attendaient avec impatience. À minuit, j'ai dévié de mon itinéraire habituel. Lassé des embouteillages interminables de l'Interstate 10, j'ai emprunté une route inconnue. L'obscurité était palpable, seulement percée par les phares de mon véhicule. Bientôt, la forêt dense aux abords de Luling s'est refermée sur moi, créant un tunnel d'ombre. Soudain, le moteur de mon pick-up s'est mis à surchauffer. Un rapide coup d'œil à l'indicateur de température a confirmé mes craintes. J'ai dû me résoudre à m'arrêter sur le bas-côté, près d'un coin isolé à la sortie de la ville. La ville la plus proche était à des lieues, et mon téléphone restait désespérément muet. J'avais pris la décision de rester dans le camion et d'attendre le matin, avec l'espoir que le jour apporterait de l'aide, ou au moins le passage d'un véhicule. J'ai allumé la lumière intérieure du camion et tenté de faire passer le temps en jouant à des jeux hors ligne sur mon téléphone. Après un certain temps, j'ai perçu un léger bruit de cognement. Cela a commencé doucement, mais a augmenté en intensité. J'ai regardé par la fenêtre, mais je n'ai rien vu. J'ai d'abord pensé que c'était le bruit des branches qui frappaient le camion, mais les coups sont devenus plus forts et plus pressants. J'ai regardé à nouveau et j'ai aperçu un homme, son visage collé contre la vitre, qui criait sans émettre le moindre son. Son comportement frénétique et son expression désespérée m'ont troublé. Je lui ai demandé ce qu'il voulait à travers la vitre, mais il a continué à frapper à la porte sans répondre. Mes genoux se rapprochèrent de ma poitrine, tandis que je l'observais. Je sentais que quelque chose clochait, que l'air était lourd d'une menace invisible. J'ai verrouillé les portes, tentant d'ignorer ce malaise grandissant. Quelques minutes plus tard, il s'est arrêté, s'éloignant avec une nonchalance calculée, me laissant un sentiment d'appréhension glaciale. Un coup d'œil furtif par la fenêtre m'a révélé sa silhouette, immobile près d'un arbre, son regard fixé sur moi, orné d'un sourire dérangeant. Mon cœur s'est emballé, réalisant que j'étais piégée dans une situation qui dépassait l'ordinaire. Il a disparu dans l'obscurité et j'ai respiré profondément, espérant naïvement qu'il était parti pour de bon. Une demi-heure plus tard, des phares ont percé la nuit, signalant l'arrivée d'une voiture. J'ai agité les bras frénétiquement, criant à l'aide, un espoir fou s'emparant de moi. La voiture s'est arrêtée et le conducteur, un homme approchant la cinquantaine, m'a tendu son téléphone portable pour que je puisse appeler à l'aide. Soulagé et reconnaissant, je partageais mon soulagement avec un ami quand un détail glaçant me frappa. L'homme de tout à l'heure était de retour. Cette fois, il se tenait de l'autre côté du camion, fracassant la vitre avec un objet contondant. Le verre se brisa en 1000 éclats et je l'aperçus à travers le trou béant. Au même instant, le conducteur de la voiture que j'avais interpellé me saisit la main, arborant un sourire froid et étrange. La vérité me frappa alors comme un coup de poing. C'était un piège. Pris de panique, je retirai brusquement ma main et repoussai le conducteur, claquant la porte du camion. Je démarrai le moteur, encore froid, et fonçai sur la route. Un rapide coup d'œil dans le rétroviseur me révéla la voiture à mes trousses, phares allumés,
La peur redoubla tandis que j'accélérais, espérant creuser la distance entre moi et la menace. Alors que la nuit enveloppait la route déserte, un phare salvateur perça l'obscurité. Un autre camionneur. Près de la bourgade de San Marcos, je lui fis signe de s'arrêter, le cœur battant. D'une voix haletante, je lui expliquai ma mésaventure. Sans hésitation, il accepta de me suivre jusqu'à la station-service la plus proche, à Austin. Le trajet, bien qu'escorté, fut une éternité. Mes yeux scrutaient sans cesse le rétroviseur, mais la voiture menaçante avait disparu. Arrivés sains et saufs au centre de service, nous rapportâmes l'incident aux autorités. Sans l'intervention providentielle de ce camionneur, qui sait ce qui aurait pu arriver? Dans cet endroit isolé, sans âme qui vive, j'aurais pu être victime d'un volume, ou pire. L'issue aurait pu être tragique. Je suis livreur à temps partiel depuis quelques années, surtout le soir et le week-end, dans ma ville natale de Denver. Avant de poser mes valises ici, j'ai passé une décennie à Seattle, où j'ai enchaîné divers petits boulots, dont celui de chauffeur. À Seattle, ville vibrante mais non sans défis, la décision de déménager à Denver était motivée par un désir de changement de rythme, un nouveau chapitre de vie à écrire. Cette histoire se déroule avant l'omniprésence des applications de VTC comme Uber et Lyft. À l'époque, les services de livraison et les taxis comptaient sur des méthodes traditionnelles. Prospectus, bouche à oreille et panneaux d'affichage. Une époque où la technologie n'avait pas encore envahi tous les aspects de la vie. Les hivers à Denver sont réputés rigoureux, avec des températures souvent largement négatives et des chutes de neige abondantes. Je travaillais pour un service de livraison avec ma propre voiture, signalée par un aimant. L'entreprise prélevait une commission, mais en échange, j'avais la liberté de travailler à ma guise. Ce sentiment de liberté était un luxe, me permettant de gérer mon propre emploi du temps et de choisir mes heures. Un soir de Nouvel An, je décidai de faire des heures supplémentaires. La période des fêtes apportait généralement plus de clients et je voulais en profiter au maximum. Je commençai mon service vers midi et l'activité fut intense dès le départ. La ville vibrait au rythme des achats de Noël, des fêtards et de ceux qui profitaient des festivités. Quand le soir tomba, j'avais travaillé pendant près de 8 heures et j'étais satisfait des gains accumulés. Au fil de la nuit, le temps se gâta. La neige commença à tomber abondamment, transformant les rues de la ville en un paysage hivernal à la fois magnifique et dangereux. Malgré les conditions qui se détérioraient, je décidai de continuer à travailler. Vers 22 heures, je m'arrêtais dans un café pour me réchauffer et manger un morceau. La chaleur du café était un véritable répit face au froid mordant. Une parenthèse bienvenue avant de replonger dans la nuit. La ville s'endormait doucement. Certains chauffeurs avaient déjà déserté les rues. Un avantage certain pour ceux qui persévéraient. Je pris en charge un couple en centre-ville, les conduisant jusqu'à leur domicile, dans un quartier plus isolé. Leur gentillesse et le généreux pourboire qu'ils me laissèrent me réchauffèrent le cœur. Alors que je m'apprêtais à quitter les lieux, une silhouette émergea des ténèbres, près d'une rangée de voitures stationnées. Un homme me fit signe. La neige et l'obscurité rendaient son visage difficile à distinguer. Il portait un manteau sombre et semblait grelotter, ce qui n'avait rien d'étonnant vu les conditions climatiques. J'arrêtai la voiture. Il monta à bord. Tandis que je démarrais,
je lui demandai sa destination. Il hésita un bref instant avant de me tendre un papier froissé, griffonné d'une adresse inconnue. Malgré mes années à sillonner la ville, cette rue m'était totalement étrangère. « Monsieur, j'ai du mal à localiser cette adresse, » dis-je, m'efforçant de rester calme. Je ne voulais ni l'alarmer, ni le mettre mal à l'aise. « Arrêtez-vous ici, » rétorqua-t-il sèchement. Son ton était abrupt, et je sentais que quelque chose clochait. Mais j'obéis et me garai sur le côté d'une rue déserte, plongée dans l'obscurité. L'endroit était étrangement silencieux, et l'absence de lampadaire accentuait son isolement. Soudain, l'homme se jeta en avant, pressant un petit objet froid contre ma gorge. Une lame. Sa main agrippait fermement. Il exigea mon portefeuille, mes clés et mon téléphone. La stupeur et la peur m'ont submergé, et mes mains tremblaient tandis que je tentais de lui remettre mes affaires. L'homme, de plus en plus menaçant, accentuait la pression du couteau tout en hurlant. Pris de panique, j'ai dû laisser tomber mon portefeuille. L'homme, voyant mon effroi et ma désorientation, s'en est emparé promptement. Il m'a ensuite ordonné de quitter le véhicule avant de s'enfuir dans l'obscurité. Les conséquences de cette nuit furent ardues. Remplacer mon téléphone, mon permis et ma carte bancaire fut une corvée. Et sans voiture, je ne pouvais plus travailler. Le traumatisme de cette agression m'a hanté pendant longtemps. J'ai opté pour une entreprise de livraison qui fournissait des véhicules et des mesures de sécurité, ce qui m'a permis de me sentir plus en sécurité. Aujourd'hui encore, je me méfie des quarts de nuit et de certains clients, surtout durant les fêtes de fin d'année. Cette expérience m'a appris que l'esprit des fêtes n'est pas universel et qu'il faut rester vigilant, même durant les périodes censées être les plus joyeuses de l'année. Il y a quelques années, je quittais Boston pour Chicago, au volant de ma voiture. 2 entretiens d'embauche cruciaux m'attendaient, et j'espérais fuir mon emploi monotone à Boston pour quelque chose de plus épanouissant. Mon plan était de rouler d'une traite pour économiser et profiter d'un moment de calme pour réfléchir. Je suis parti le jeudi soir, juste après le travail, avec l'objectif d'arriver tôt le vendredi matin. Le trajet devait durer environ 18 heures. J'avais donc rempli ma voiture de provisions, de café et de mes podcasts préférés pour rester éveillé. Vers 22 heures, alors que je me trouvais quelque part en Pennsylvanie, je sentis la première vague de fatigue. J'avais déjà avalé 2 grands cafés, mais mon énergie faiblissait. L'autoroute était étrangement calme, et les phares des camions qui passaient créaient un effet stroboscopique sur la route. Je commençais à ressentir la tension de la conduite, quand j'aperçus une silhouette devant moi, debout sur le bord de la route. C'était une femme vêtue d'une robe bleu marine élégante, dont la longue jupe flottait légèrement dans la brise. Immobile, elle se tenait sous un lampadaire solitaire. Mon premier réflexe fut de penser qu'elle avait besoin d'aide, mais en m'approchant, je constatais son immobilité totale. Son visage était noyé dans la pénombre, mais sa posture était troublante. En la dépassant en voiture, je jetai un coup d'œil dans le rétroviseur et vis sa tête pivoter lentement, suivant la trajectoire de mon véhicule. Un frisson me parcourut l'échine. Je tentais de me persuader qu'il s'agissait d'un simple jeu de lumière, ou que mon imagination me jouait des tours à cause de l'épuisement. Mais ce sentiment étrange ne me quittait pas. Une trentaine de minutes plus tard, j'aperçus une autre silhouette, cette fois celle d'un homme en costume gris anthracite,
debout au bord de la route. Il était tout aussi immobile et sa présence était tout aussi déconcertante. Je me suis garée, les nerfs à vif, mais le temps de faire le tour de la voiture, l'homme avait disparu. Le cœur battant la chamade, je me suis engouffrée à nouveau dans la voiture, reprenant ma route. Vers 2 heures du matin, la fatigue m'assaillait de toutes parts. J'ai bifurqué vers une petite aire de repos faiblement éclairée, près de Gary, dans l'Indiana. L'endroit était presque désert, à l'exception de quelques poids lourds stationnés. J'ai attrapé un café moyen à la machine et tenté de me détendre. Mais alors que j'étais assis sur le siège conducteur, j'ai aperçu la même femme à la robe bleu marine, postée sous un lampadaire vacillant, juste à l'extérieur de l'aire. Son regard était, une fois de plus, rivé sur moi. J'ai avalé mon café d'une traite et suis reparti précipitamment. J'ai déniché un parking désaffecté derrière un garage automobile fermé et décidé d'y dormir quelques heures. J'ai incliné le siège et essayé de me relaxer. Mais mon esprit était en ébullition. Le moindre bruit à l'extérieur me faisait sursauter. Un voile de somnolence commençait à me submerger quand une sensation étrange m'envahit. J'avais l'impression d'être observée. Mes yeux s'ouvrirent brusquement. Le parking était désert. Mais en jetant un coup d'œil dans le rétroviseur, j'aperçus furtivement une femme en robe bleu marine assise à l'arrière. Une vague de peur glaciale me submergea. Je bondis hors de la voiture, trébuchant et criant. Mais lorsque je vérifiai la banquette arrière, elle était vide. J'étais seule, au milieu de ce parking désolé, le cœur battant la chamade. Malgré la terreur qui me tenaillait, je me forçais à remonter dans la voiture. Je finis mon café et surmontais les dernières heures de route. Quand j'atteignis enfin Chicago, l'aube pointait déjà. J'étais épuisée, mais soulagée d'être arrivée à destination. Malgré une nuit blanche, les entretiens se déroulèrent étonnamment bien. Je parvins même à séduire le second interlocuteur, décrochant une offre d'emploi. Par la suite, mon thérapeute expliqua que l'association d'une fatigue extrême et du stress avait probablement engendré mes hallucinations. Les silhouettes que j'avais aperçues n'étaient que des manifestations de mon anxiété face à ces entretiens cruciaux. Cependant, même avec cette explication rationnelle, les images obsédantes de cette nuit demeuraient gravées dans ma mémoire. Les silhouettes immobiles au bord de la route et l'apparition fugitive sur la banquette arrière persistaient avec une vivacité déconcertante.